Aujourd'hui, on vous parle du fonctionnement de notre cerveau et plus précisément des biais cognitifs. Comment ces schémas de pensée influencent-ils nos décisions, parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire? Peut-on apprendre à les identifier et à les déjouer? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui explore ces sujets depuis des années, Marie-Sophie Zambo. Spécialiste du recrutement, elle dirige le cabinet Rethink RH et elle a récemment publié Recrutement sous influence, un ouvrage dans lequel elle livre des méthodes pour améliorer la qualité des recrutements, les rendre plus justes et performants. Marie-Sophie, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. avec grand plaisir. Peux-tu nous expliquer comment et pourquoi tu t'es intéressé aux biais cognitifs? Alors vous avez combien de temps? Parce que introspection. Une journée entière, c'est toi. Introspection. En fait, ça a commencé, je pense, comme beaucoup de personnes, le sujet des biais cognitifs, c'est mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Donc il y a un côté de pure curiosité intellectuelle, d'essayer de comprendre comment on fonctionne comme ça, pourquoi on réagit comme ça, et pourquoi par moment on commet des erreurs et on s'en rend compte bien après. Et après, j'ai fait un lien avec mon activité professionnelle. Ça ne se voit pas, mais ça fait 20 ans que je fais du recrutement. Donc merci de dire que ça ne se voit pas. Ça fait 20 ans que je fais du recrutement et je me suis souvent rendu compte, en fait, dans l'exercice de mes fonctions, que ce que les gens appelaient du feeling ou de l'intuition, des choses qui étaient vraiment plus d'ailleurs du rejet, ou je le sens pas, ou un truc où oui, il faut absolument le prendre mais sans avoir des arguments, en fait, c'était des biais cognitifs dont les personnes n'avaient pas conscience. C'était pas conscientisé. Donc je me suis dit, là, il y a un vrai sujet sur l'activité même du recrutement, qui est une activité cœur pour toute organisation, c'est de mieux comprendre l'impact des biais cognitifs au quotidien et comment ça va parasiter les prises de décision et la qualité des recrutements des organisations. Ok, alors pour bien comprendre, un biais cognitif, comment tu définis un biais cognitif? Et si j'ai bien compris, on est tous impactés par les biais cognitifs. Alors, malheureusement ou heureusement, on est tous assaillis en permanence par des biais cognitifs. Il n'y a pas d'exception à la règle. Il y a d'ailleurs un biais cognitif qui est le biais de la tâche aveugle, qui consiste à croire que les autres sont touchés par les biais cognitifs, mais pas nous. C'est un biais de croire que nous, on est exemptés. Okay. Nous sommes tous touchés par les biais cognitifs. C'est profondément humain. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que ce n'est pas forcément négatif. En soi, l'exemple que je donne toujours, mais si on est dans la savane, qu'il y a du bruit, on réagit en mode réflexe, on se met à courir, on ne va pas faire une analyse SWOT, et c'est très bien ainsi parce qu'à la fin, on est vivant. Okay. Et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on est vivant. Donc, c'est quoi? C'est reptilien? Oui, ça va toucher plutôt à ça. C'est Daniel Kahneman qui est à l'origine de beaucoup d'études sur le sujet des biais et des heuristiques, et dont le fameux livre Système 1, Système 2, c'est le livre, je ne peux pas plus recommander un livre que ça, avait mis en exergue deux systèmes, deux modes de fonctionnement de notre cerveau. Le système 1, le mode justement réflexe et réactivité, on va super vite, mais il peut y avoir des erreurs, mais dans ce cas-là, dans la savane, je m'en sors parce que j'ai réagi en mode réflexe. Et un système 2, beaucoup plus lent, beaucoup plus analytique, qui se met en marche une fois que le système 1 a fonctionné, mais il est moins économe en termes d'énergie. Ça va vraiment nous prendre de la bande passante intellectuelle et nous fatiguer. Et l'être humain est ainsi fait qu'on va au plus simple et à l'économie d'énergie. Donc il y a deux modes de fonctionnement. Et les biais cognitifs, c'est qu'on active le système 1, le mode réactif système. Okay. Donc un biais cognitif, pour faire plus simple, c'est un raccourci de pensée ou un raccourci mental qui est spontané, qui est inconscient et qui peut nous induire en erreur pour des décisions stratégiques. Et puis le recrutement, c'est éminemment stratégique. Ok. Alors avant de rentrer vraiment sur le recrutement, les RH, on est tous impactés, tu le disais. Oui. C'est quoi les principaux biais qui nous affectent? Alors, je fais une toute petite digression parce que pour que les gens se rendent compte en fait aussi de ce qu'est un biais, puisque là je pouvais peut-être faire mieux. En fait, un être humain il prend 35 000 décisions par jour à peu près. Donc forcément, il ne peut pas à chaque fois se poser comme si c'était une question de vie ou de mort. Donc on active le système 1 et le mode réflexe. 35 000 décisions, on est tous touchés. Après, il n'y a pas de consensus, mais aujourd'hui, sur un codex des biais cognitifs qui existe, qu'on va trouver si on va sur un moteur de recherche et qu'on tape codex des biais, on va en avoir à peu près 180 biais. Okay. Donc, il y en a 180 qui sont à peu près susceptibles de tous nous impacter à un moment donné ou à un autre, en fonction de notre activité, de la décision qu'on veut prendre, Il n'y en a pas certains qui ressortent plus que d'autres Il y en a certains qui ressortent plus. Alors déjà, je pense que ça peut être aussi intéressant de préciser qu'il y a 3 catégories de biais. Parce que vu qu'il y en a 180, il y a la catégorie de biais qui touche tout ce qui est le raisonnement. Okay. Ça va impacter et fausser notre manière de raisonner et nos prises de décision. Okay. Il y a une autre catégorie, ça va toucher à la mémoire.
il y a des biais vraiment spécifiques à la mémoire. Ça va altérer notre capacité à se remémorer de quelque chose. Et ça peut même modifier le contenu même de la mémoire apportée. Et il y a un dernier, sont les biais qui sont liés au groupe. Le fait même d'appartenir à un groupe, dès qu'on n'est plus tout seul, mais qu'il y a un autre individu, cette dynamique de groupe fait que ça va avoir un impact sur nos prises de décision et notre manière de nous comporter. Ok. Donc il y a 3 grandes catégories, il y en a 180. Donc il y en a beaucoup et c'est difficile de choisir, mais je veux dire celui peut-être le plus courant, c'est le biais de confirmation et qui est aussi renforcé par notre monde actuel avec les réseaux sociaux, où on est tous dans des bulles avec des filtres et des archipels comme ça, les uns à côté des autres et à fonctionner en mode silo. Le biais de confirmation, ça veut dire que j'ai une idée préconçue sur quelqu'un, sur un sujet, et je ne vais retenir que les éléments qui vont dans mon sens, qui sont à charge, et tout ce qui est à décharge, tout ce qui ne va pas dans mon sens, ça va glisser sur moi, je ne vais même pas m'en rendre compte, je ne vais pas m'y intéresser et je ne vais pas le calculer. Ça veut dire qu'on refuse la contradiction ou on n'est pas capable de voir les gens ou on ne comprend pas pourquoi les gens pensent différemment que nous? C'est le gros sujet des réseaux sociaux où il y a un vrai lien aussi avec les biais, puisque les algorithmes et tout ça, le fonctionnement, c'est pour nous rendre aussi un petit peu accros et addicts. Et donc les algorithmes, ils vont nous pousser les éléments et les informations qui sont susceptibles de nous plaire. Si ça va nous plaire, c'est parce qu'on est plus ou moins d'accord, c'est qu'on va liker, c'est qu'on va commenter, c'est qu'on va partager. Donc effectivement, à force de ne se voir proposer et pousser que des choses qui vont dans notre sens, on va de plus en plus être convaincu déjà qu'on ne lit que des choses qui vont dans notre sens, donc on détient la vérité et qu'on est dans la vérité. Et on va avoir de plus en plus de mal à faire face à des opinions divergentes, puisqu'on est de moins en moins habitué. Et ça vire à une confrontation tout de suite beaucoup plus frontale et désagréable. Je trouve qu'on est dans une société où on a plus de mal à faire face à juste des avis divergents, parce qu'on a perdu l'habitude. Ok, alors si on peut y aller directement maintenant, justement par rapport à ce biais, est-ce qu'il faut couper les réseaux? Qu'est-ce que tu conseilles justement pour retrouver un peu de sens critique? Parce que c'est ça, on n'a plus de sens critique là du coup. C'est le sens critique qui est en train un petit peu de s'étioler, on va dire, pour être gentil. Je vais le dire pour celui-là, mais pour le recrutement ou pour toutes les prises de décision, une technique recommandée pour les biais, c'est d'essayer de se forcer à penser à charge et à décharge. Okay. Je veux dire, naturellement, je pense ça, je reçois ça comme information. Déjà, est-ce que c'est réel? C'est quoi la source primaire? D'aller chercher les réelles sources, des réelles études, et de se dire, et si je pensais l'inverse, ce serait quoi les arguments inverses? Les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, comment elles voient les choses? Quels arguments elle pourrait avancer, et de se forcer à se faire son propre avocat du diable et à penser à charge et à décharge pour élargir quand même sa vision et pas rester focus juste sur une seule chose. Ok, alors je reviens encore un petit peu sur les biais, on creuse un peu le sujet, oui. Mais tu disais que c'était justement certains biais, c'était un peu du mode survie, finalement on est dans la savane et là ça nous sauve. D'autres c'est plutôt l'inverse où on devient feignant. Pourquoi notre cerveau il est impacté par les biais comme ça? Qu'est-ce qui fait que pourquoi l'homme comme ça n'arrive pas à se défaire de choses, à réfléchir sur lui-même? Qu'est-ce qui bloque? C'est ce qui nous rend profondément humains, mais comme je disais, on a 35 000 décisions par jour. Ouais, ok. 35 000 décisions par jour et on n'arrive pas en fait. Le cerveau, c'est une formidable machine. Alors, je ne suis pas non plus à ce point-là experte, mais c'est sûr que c'est une très très belle machine, mais très rapidement quand même, il va être saturé. J'ai pas les chiffres, mais il y a des flots d'informations qui passent où globalement notre cerveau, il ne sait pas faire face. Donc, il doit mettre en place des stratagèmes. Et ces stratagèmes, ce sont les biais. Donc, il y a certaines informations qu'il va occulter, il y en a d'autres qu'il va mettre vraiment en avant, beaucoup trop, mais c'est sa manière à lui de réussir à s'en sortir. Ce sont ce type de stratagèmes. Parce que 95% des informations qu'on a et de nos prises de décision passent par le fameux système 1 que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que notre cerveau, il est tellement déjà surchargé par tout ce flot de décisions et d'informations que 95% des décisions qu'on va prendre, vont passer plutôt en mode réflexe, en mode système 1. Rapide, réflexe, réactivité. Et pour la plupart des décisions, ça va très très bien. Là, est-ce que je bouge un petit peu ma main, à la limite, comment je m'habille, pour l'interview, même si c'est important. Mais le soir, je suis sur mon canapé, est-ce que je regarde un épisode de plus, Netflix, ce genre de choses? Ouais. Ok, ça va. Mode système, ça va très bien. Mais pour des décisions éminemment stratégiques comme des décisions financières ou des décisions de recrutement,
Là, il faut appuyer sur pause et mettre en place un système analytique, mais qui va être beaucoup plus énergivore. Ça va vraiment nous bouffer de la bande passante et nous fatiguer. C'est le système vraiment analytique. Et ça, l'être humain, il n'active pas tout le temps, en permanence. Il faut aussi se forcer à. Très bien. Alors, ce que tu dis justement sur le recrutement, c'est le vif du rentre dans le vif du sujet. Est-ce que les RH, les recruteurs, bon, je généralise, mais est-ce qu'ils sont au courant d'être biaisés justement comme ça et est-ce qu'ils ont des pistes pour contrecarrer un peu leur premier réflexe? Alors, les biais cognitifs, c'est un sujet qui est un peu plus à la mode ces dernières années. Je dis à la mode, et moi, ça me va très bien, puisque j'ai commis un livre sur le sujet. Mais pour autant, par exemple, moi, quand j'ai fait mes formations initiales avant de me lancer dans le recrutement, on m'avait jamais évoqué les biais, j'avais jamais été formée sur le sujet. Donc, on en parle un peu plus ces derniers temps, on n'en parle pas toujours de manière totalement exhaustive et complète. Donc je pense qu'il y a encore un travail de sensibilisation et de formation à faire sur le sujet. Parce qu'il y avait une étude qui était sortie et qui disait que parmi les gens qui déclaraient connaître les biais, donc c'était 60% des professionnels RH qui disaient qu'ils connaissaient les biais. Dans ces 60% de personnes qui disaient connaître les biais, il y en avait 50% qui pensaient qu'il n'y en avait qu'une dizaine qui affectaient au quotidien leur activité. Okay. Et il y en a beaucoup plus. Parce que tu disais 180 biais en tout, oui. Mais pour les RH, c'est quoi? Enfin, si on peut définir. Difficile à dire. Moi, je sais que pour le livre, choisir c'est renoncer, mais j'en ai déjà sélectionné 20 sur l'activité même du recrutement. Donc si on élargit après sur de la mobilité, de la promotion, du développement RH, des évaluations, etc., il va y en avoir d'autres. Tu peux citer quelques-uns justement, ces biais, parmi les 20 que tu as dénombrés? Oui, il va y avoir l'effet de halo. Je suppose que tu veux que j'explique. Bien sûr. Il va y avoir l'effet de halo. Je commence par celui-là parce que je pense que c'est celui qu'on voit le plus en recrutement ou ailleurs. L'effet de halo, je pars d'une caractéristique d'une personne et puis je vais la généraliser à l'ensemble de cette personne. Ouais. On peut creuser? Oui, creusons. Je vois un CV, je vois tel diplôme et je me dis waouh, c'est un super diplôme. Et donc je vais déjà partir du principe que la personne, si elle a fait ce diplôme, elle est top. Et donc ça peut vraiment après orienter totalement ma manière de rencontrer et d'interagir et de mener l'entretien, de conduire l'entretien avec cette personne, parce que je me dis, s'il a fait ce diplôme, il est forcément compétent, intelligent, c'est la bonne personne. Et l'effet type pour l'effet des halos, c'est l'apparence physique qui est prégnante en recrutement en fait. C'est prouvé que les personnes qui sont jugées plus belles ou avec une apparence physique plus attrayante, etc., ont plus de chances de décrocher un entretien, d'être embauchées et d'avoir une rémunération aussi plus élevée. Les hommes, c'est 17 à 25% de rémunération en plus. Et les femmes, c'est 12 à 15% de rémunération en plus si on est jugé physiquement intelligent. Ok. Physiquement intelligent. Je te demandais justement si les RH étaient au courant, les recruteurs étaient au courant de ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Normalement, ils veulent savoir. Du coup, on pourrait lutter contre contre ces biais. Ça pourrait paraître assez évident de se dire, bon, ou en tout cas je creuse, cette personne est belle, elle a le bon diplôme, mais c'est quoi son background, c'est quoi vraiment sa carrière? Oui, effectivement, de toute manière, ça nous vient naturellement, ça nous vient en dixième de seconde. Quand on voit quelqu'un, il y a des études là-dessus, d'Alexandre Todorov, etc. Quand on voit quelqu'un en dixième de seconde, on va projeter quelque chose. Ça nous vient comme ça nous tombe dessus, donc ça, on ne peut pas lutter contre. En revanche, on peut se dire, j'ai un a priori positif, cette personne me semble plutôt attrayante ou de prime abord, je juge qu'elle est agréable, souriante, compétente ou dynamique, ou je la pars de X qualité ou X vertu. Ça, c'est ce qui me vient naturellement, mais est-ce le cas? Est-ce la réalité? Et donc là, à moi de revenir à mes critères de recrutement, à ma structuration du processus et à me forcer à penser à charge et à décharge. Je pense ça, mais est-ce que réellement la personne convient? Parce que le but d'un entretien de recrutement, c'est de recruter pas la personne la plus souriante, la plus agréable, la plus sympathique, celle avec qui on aimerait prendre un verre après la fin de l'échange, mais la personne qui a le plus de chances de réussir dans ce poste au sein de cette organisation avec ce manager-là. Ok, on va creuser les méthodes peut-être après justement pour améliorer le recrutement, mais continuer sur 2-3 encore biais des recruteurs qu'on retrouve vraiment les plus fréquemment, selon toi en tout cas? Selon moi, on va avoir le biais d'affinité ou le syndrome du scarabée. C'est l'adage, le fameux, qui se ressemble s'assemble.
Voilà, je pense qu'on le comprend. Mais naturellement, en fait, et ça se comprend aussi, un être humain, il va avoir tendance à privilégier, à favoriser les personnes qui lui ressemblent. Parce que dans un sens, il va se retrouver en elles. Donc, quelqu'un qui est passé par les mêmes écoles, la même formation, des expériences professionnelles assez proches ou même les mêmes loisirs, ça va créer une sorte de complicité ou de connivence, un lien qui fait que cette personne nous est plus familière et qu'on va avoir tendance à la privilégier dans le processus de recrutement. Et au bout du bout, si on fait ça, et je grossis le trait, mais si on fait ça, on va avoir des organisations où peut-être que tout le monde s'entend super bien, mais en termes de diversité, ça va pas être foufou. Parce que vraiment, l'esprit critique va briller par son absence. On va avoir des personnes qui sont un peu des clowns, qui se ressemblent, qui sont passés par les mêmes formations, les mêmes promotions, les mêmes hobbies, etc. Mais ça va pêcher en termes de créativité et d'innovation et de capacité à se remettre en question. Ok. Un dernier pour la route? Un dernier, l'erreur fondamentale d'attribution. Ok. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est j'ai un individu en face de moi et je vais penser que le comportement que je vois de cet individu est lié uniquement à des caractéristiques internes de ce candidat, à savoir ses émotions, sa personnalité, ses opinions, ses intentions. Et je vais faire totalement fi du contexte situationnel. Je m'explique. Le cas classique, je suis en entretien de recrutement. J'ai un candidat qui arrive et il a l'air ultra stressé, il transpire, il a un chouïa débraillé, il a l'air très stressé. Moi, en tant que recruteur, je peux me dire « Ouh là là, Marie-Sophie, il a l'air ultra stressé. Il est, par nature, par essence, quelqu'un de stressé, qui ne sait pas gérer le stress. Mais moi, aujourd'hui, je le rencontre pour ce poste-là qui nécessite une bonne gestion du stress. Donc, je vais l'écarter. Je vais l'écarter du processus parce qu'il ne fait pas l'affaire. » Or, peut-être que ce candidat que je vois là en face de moi, depuis qu'il s'est levé, il a enchaîné les galères sur galères. C'était la grève, il a pris je sais pas quoi qui est tombé en panne, son téléphone est tombé, il pleuvait et qu'il arrive comme ça et que ce n'est pas du tout représentatif. C'est pas lui qui est intrinsèquement stressé et qui au quotidien ne saurait pas gérer le stress dans son boulot. C'est que là, il a enchaîné toutes les galères possibles. Et que c'est le contexte et la situation qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est intéressant de ne pas tirer de conclusions hâtives sur ce que je peux observer chez un candidat en face et me dire est-ce que c'est lui, c'est sa personnalité ou est-ce qu'il y a vraiment des éléments de contexte qui expliquent. Donc ne pas faire confiance à son feeling et creuser les choses, les candidatures, c'est le bout d'un échange, quoi, c'est ça? Le premier réflexe, c'est de quoi? Enfin, pas réflexe du coup, justement. Je dirais, oui, justement, un des grands ennemis en recrutement, c'est le fameux feeling et l'intuition. On croit que c'est un bon conseiller, qu'on a quelque chose de spécifique et de particulier, qu'on a un peu un flair, mais globalement, les êtres humains, sauf exception, non. On est impacté par des biais, donc non, il faut là encore dire, j'observe ça. Mais est-ce la réalité? Et creuser, poser des questions, ne serait-ce que poser la question au candidat. Là, dans ce cas précis, j'observe ou j'ai l'impression que vous êtes stressé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous souhaitez qu'on reporte l'entretien, etc. Et là, si c'est le cas, il va dire « Oui, excusez-moi, justement, là, c'est pas représentatif depuis ce matin. » Ou voilà, il va vous donner éventuellement une explication et croiser aussi les méthodes d'évaluation. Si j'ai un doute, si je pense que... si j'ai un doute sur un comportement d'un candidat, si j'estime que j'observe ça, je ne suis pas sûre à 100%, puisque en fait, je le redis aussi, on est recruteur, on n'est pas mentaliste, je n'ai pas ma boule de cristal. On peut se dire aussi, je vais creuser et approfondir en posant d'autres questions, plutôt d'autres comportementales ou situationnelles, et je peux aussi après avoir un autre entretien et recourir à une autre méthode d'évaluation pour croiser un petit peu les informations ou lui faire rencontrer quelqu'un d'autre. Alors justement, expliquons ça un peu plus. C'est quoi ces méthodes? C'est des grilles d'entretien? C'est de prendre le temps de creuser le sujet avec un candidat sur des choses personnelles pour voir qui il est? C'est quoi exactement? Comment tu rends les choses plus objectives? Alors déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut agir au niveau systémique, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Puisque vu que chaque être humain est assailli par des biais, qu'on est pétri de biais, de stéréotypes, de clichés, etc., ce qu'il faut, c'est que ce soit l'organisation qui mette à disposition de toutes les parties prenantes du recrutement. Et je fais exprès de dire parties prenantes, c'est pas que les recruteurs, mais aussi les managers qui interviennent aussi dans tous les recrutements, qu'on mette à disposition et en place une boîte à outils
pour que les personnes aillent piocher dedans et qu'à leur insu, parce qu'il y a des outils, il y a des process, il y a des grilles, en utilisant ces outils-là, ça va les protéger un maximum de l'impact des biais cognitifs. Donc la première chose qui a été prouvée par la science, c'est plus je structure un processus de recrutement et plus la validité de ma décision sera bonne. Ok. Voilà. Donc vraiment, déjà, prendre le temps d'appuyer sur pause, je le dis régulièrement, de mettre en place le système 2 et de dire comment est structuré mon processus de recrutement, pour quelles raisons, en combien d'étapes, quels sont les critères, comment je hiérarchise les critères, quels sont les rôles entre les différents acteurs du processus de recrutement, de ce projet de recrutement, qui va être décisionnaire, est-ce qu'il y a un droit de veto, oui ou non, mais déjà de se poser toutes ces questions en amont avant de se lancer, tout ça est clair. Ok. Après, on rentre en 2, ça c'est la science qui le dit, il y a une méthode d'évaluation qui est jugée plus valide, plus prédictive, c'est l'entretien structuré. Ok. C'est jugé 2 fois plus valide que l'entretien non structuré, qui pourtant est la norme en France. Donc l'entretien structuré, en 2 mots, ça consiste à, avant même de rencontrer un candidat pour un poste, j'ai défini clairement quels étaient les critères que je voulais évaluer. Pour ces critères, je définis quelles sont les questions que je vais poser pour évaluer ces critères, des questions donc comportementales ou situationnelles. Et avant même, là encore, d'avoir rencontré des candidats, je vais partir du principe et je vais me poser la question de c'est quoi une bonne réponse, c'est quoi une mauvaise réponse. Et je vais avoir cette grille. Ce qui fait que je vais poser les mêmes questions à tous les candidats sur les mêmes critères et j'aurai ma grille. Et donc assez logiquement, si je procède de cette manière-là, je vais tendre vers une évaluation qui est la plus équitable et objective possible. Donc l'entretien structuré, c'est vraiment top. Ça fait au moins 20 à 30 ans que la science, des méta-analyses, etc. nous disent que c'est la méthode d'évaluation la plus prédictive. Donc ça, c'est top. Après, ce qui est bien aussi, comme je disais sur le cas du candidat ultra stressé, c'est que par moment, en 45 minutes, il faut bien dire qu'on ne sera pas en mesure d'avoir une conclusion définitive, ça c'est sûr, sur un être humain, mais d'avoir plus que ça de certitude, entre guillemets. Donc il faut recourir à d'autres méthodes d'évaluation. Et ça, la science dit qu'après l'entretien structuré, les mises en situation, c'est très très bien. Ok. Des mises en situation les plus proches de la réalité du poste. Et tout ce qui est demander aussi des échantillons de travail. Ça, c'est très très bien. Demander à quelqu'un qui est graphiste, par exemple, de nous montrer des différents travaux qu'il a pu faire. Donc ça, c'est vrai que c'est assez représentatif de la qualité de son travail et de ce qu'il peut faire, de ce qu'il pourrait faire au sein de notre organisation. Une autre méthode aussi qui est intéressante, c'est le recours au collectif. Parce qu'on a tous des biais, mais on n'a pas chacun exactement les mêmes biais. Et donc, entre guillemets, si on a différents interlocuteurs, les biais des uns peuvent, entre guillemets, neutraliser les biais des autres. Ok. Voilà. Après, il faut le faire intelligemment parce qu'on peut aussi avoir des biais qui sont liés au groupe. Donc, il faut que le recueil des avis, l'expression des avis, tout ça soit fait de manière structurée et indépendante pour qu'il n'y ait pas un effet cascade où le premier qui s'exprime va influencer toutes les prises de parole des autres. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est les entretiens collectifs? Ça, c'est les entretiens collectifs ou plutôt le débrief, où on a voulu bien faire, où il y a plusieurs intervieweurs qui ont vu un candidat. Et à la fin, si on rentre, moi j'ai été manager et par exemple débrief, j'arrive, je dis « Allez, c'est bon, j'ai rencontré un tel, c'est sûr, c'est bon, c'est lui qu'on va prendre ». Si en plus je suis manager et que je commence comme ça va être très difficile après pour les personnes autour de la table de pouvoir vraiment faire part d'un avis divergent et d'avoir après quelque chose d'assez objectif et de tirer parti de l'intelligence du collectif. Tout le monde va avoir tendance à aller un petit peu dans mon sens, à pas vouloir peut-être me contredire ou à taire des craintes ou des choses qu'ils ont pu relever. Donc ce qu'il faut, c'est que voilà, les personnes qui ont rencontré le candidat, ils mettent séparément, de manière autonome et indépendante, par écrit, leur avis, et après on va les confronter, mais ça a déjà été écrit. Ok. Il y a d'autres méthodes pour rendre le... Une autre méthode, facile à dire, moins facile à faire, j'ai déjà parlé, c'est de mettre en place au sein des organisations des cultures de vigilance cognitive ou de sécurité psychologique, à savoir permettre aux personnes de réellement s'exprimer, de pouvoir exprimer des avis divergents. Ok. Sans avoir peur éventuellement après de représailles ou d'être voilà, le vilain petit canard parce qu'on a dit non mais vous allez dans ce sens mais moi je vois éventuellement autre chose, et de toujours essayer de mettre en place une culture de pensée à charge et à décharge, et donc d'interroger
les choix qui ont été faits à chaque fois. Et il y a des jeux de rôle qu'on peut faire sur l'avocat du diable ou le prénom thème, où il y a différentes techniques comme ça. On est en débrief collectif. On peut dire, avant de rentrer dans le débrief collectif, à telle personne, toi, tu as joué l'avocat du diable. Et si nous, on pense il faut l'embaucher, tu vas défendre l'avis de il ne faut pas l'embaucher. Et si on pense il ne faut pas l'embaucher, tu vas essayer de mettre tout ce que tu as pour dire pourquoi il faudrait l'embaucher, pour essayer vraiment de nous pousser dans les retranchements, d'avoir toutes les objections possibles et de répondre à chaque avis divergent, chaque objection possible. Ça ne veut pas dire qu'on va changer d'avis, mais ça veut dire qu'on les a entendus, qu'on les a traités et qu'après on a quand même pris une décision, mais la plus éclairée possible. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des chiffres sur le nombre de RH qui appliquent des méthodes justement pour rendre leur recrutement plus objectif? Est-ce qu'on sait ou pas du tout? Non, pas à ma connaissance. Et Pas à ma selon connaissance. toi, c'est fréquent? Assez? Pas assez? C'est encore balbutiement? Pour moi, ces dernières années, au niveau du recrutement, au sens large, il y a une vraie démarche. Moi, ça fait 20 ans, je vous le dis, donc j'ai vraiment vu une vraie démarche de professionnaliser davantage l'activité recrutement, de vraiment se poser la question de c'est quoi une bonne évaluation, comment je tends vers quelque chose qui soit le plus objectif possible. Il y a l'entretien structuré, même si c'est pas du tout majoritaire, mais qui, sous l'impulsion d'entre autres, l'école du recrutement, est plus déployé, mais il y a encore une bonne marge Ok. de manœuvre et de travail là-dessus pour vraiment sensibiliser tous les acteurs. Je redis tous les acteurs parce que par moment, et c'est normal, les recruteurs peuvent être un petit peu plus en avance sur certaines notions. Mais comme je dis, j'ai un processus de recrutement, j'ai 2 ou 3 entretiens. Si le recruteur, lui, il est au fait de certaines choses, et c'est l'entretien 1, mais que les personnes qui interviennent à l'entretien 2 ou 3, elles, ne savent pas ce que c'est un biais et ne savent pas d'ailleurs que c'est quoi une question légale ou illégale ou les 26 critères de discrimination, etc., on va quand même dans le mur. Ok. Il faut que tous les membres de la chaîne soient véritablement formés. Et là, il y a encore du boulot. Ok. Est-ce que tu as eu des exemples où justement un candidat aurait pu être abandonné sur la route, mais rattrapé parce qu'il y a eu un peu cet effort justement de creuser qui il était, d'aller au-delà de la première impression? Est-ce que ça s'est vu alors? Moi, j'ai assisté à des débriefs où au début, on partait sur un a priori, d'ailleurs, je l'ai vu dans les deux sens, positif ou négatif, et le fait vraiment d'aller chercher les gens pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils disent les choses et se poser des questions, on a réussi à changer de braquet et puis aller dans la même direction, en tout cas de dire, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours recommandé, mais de dire en fait on ne sait pas, donc peut-être qu'on va revoir à nouveau ce candidat. Ce qui n'est pas génial parce que quand un candidat on lui a dit que c'était en 3 entretiens, si tout d'un coup on lui en sort un 4e du chapeau, c'est pas forcément génial. Mais il vaut mieux quand même lui dire on a encore un doute, plutôt que de l'écarter et de passer à côté. Mais c'est le vrai sujet du recrutement, c'est que avec les biais ou d'autres sujets, c'est qu'en fait, on est tous conscients des recrutements qui ont échoué, à savoir des personnes qu'on a recrutées et qu'on n'aurait pas dû recruter. Ça, c'est les faux positifs, on est conscient de ça. Mais le problème, c'est les faux négatifs. C'est toutes les personnes qu'on n'a pas embauchées, qu'on a évincées, qu'on a écartées du processus, pas forcément pour les bonnes raisons, mais on ne les a pas embauchées, donc on ne sait pas ce que seraient devenues ces personnes si on les avait embauchées. On ne sait pas que finalement, elles auraient peut-être très bien fait l'affaire, que peut-être même elles auraient été meilleures que la personne qui a été embauchée à la place. Et tout ça, on ne l'a pas en tête. Donc c'est ça où j'essaie moi au quotidien de faire œuvre de pédagogie et en expliquant pourquoi c'est important de se préoccuper des biais dans le recrutement. Parce qu'il y a des personnes qu'on recrute qu'on n'aurait pas dû recruter. Il y a des personnes qu'on n'a pas recrutées qu'on aurait dû. Si je ne recrute pas les bonnes personnes au bon endroit, je vais avoir un taux de turnover élevé. Je vais avoir le reste de l'équipe qui dit « je ne comprends pas, ils recrutent des gens, il ne faut pas la faire, qui partent, etc. » Donc globalement, ça va nuire à l'engagement et à la motivation de l'équipe. Et puis après, biais, il y a aussi un lien plus ou moins ténu avec discrimination. Donc je peux aussi avoir des attaques de candidats pour discrimination si on n'arrive pas à justifier pourquoi on a écarté leur candidature. C'est parce que ça, il y a 26 critères de discrimination. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui vraiment de se préoccuper de la qualité
de ces recrutements, des prises de décision de recrutement, et qu'elles soient moins impactées par les biais. Parce qu'en fait, in fine, ça va jouer sur la performance de l'entreprise. Ok. Forcément, ça soulève une question, c'est l'IA. Si l'humain est incapable de se dépêtrer avec ses biais, est-ce que la machine n'est pas meilleur recruteur au final? C'est la promesse. Et la promesse, c'est joli. Ouais. C'est la promesse un petit peu de la machine qui ne se fatigue pas, qui n'a pas d'affect, voilà, qui ne va pas avoir ces erreurs soi-disant du système 1. Mais il y a quand même 2 sujets aujourd'hui. Donc à terme, pourquoi pas, et je veux y croire, parce que j'ai écrit aussi un livre sur l'IA. Donc je m'intéresse beaucoup au sujet. Mais aujourd'hui, il y a 2 sujets. C'est que l'IA va partir de données d'entraînement, pas de rien. Donc si nos données qu'on lui donne, qu'on lui injecte, si on alimente avec des données qui elles-mêmes sont biaisées, l'IA va les reproduire, voire les amplifier. Ça, c'est le premier sujet. Et aussi, les algorithmes, ils ne naissent pas comme ça ex nihilo, ils sont développés par des êtres humains. Et les êtres humains, ils sont biaisés. Donc si dès le début, quand ils ont développé tous les algorithmes, etc., ils n'ont pas eu à cœur et en tête de dire il faut que je prenne toutes les parades possibles pour limiter les biais, on va retrouver aussi ces biais-là des développeurs et les biais dans les qualités de données. Et c'est pour ça qu'il y a des cas, alors celui-là il date un peu, c'était Amazon, il y a des cas retentissants qui étaient un fiasco. À un moment, il a utilisé l'IA pour recruter, pour filtrer. Et puis il s'est rendu compte que sans donner du tout de directive à la machine, en lui disant recrute plutôt des hommes quand même, c'est mieux. Il n'a pas dit ça du tout, mais l'IA éliminé, aller dans sa direction, il s'est mis un peu à écarter les candidatures féminines. Pourquoi? Parce que les données d'entraînement d'Amazon, c'était qu'ils avaient tendance à plus recruter des hommes que des femmes. C'était juste, les données, c'était juste statistique. Ils ont embauché plus d'hommes que de femmes. L'IA, on lui a rien dit. Il s'est dit, j'ai l'impression qu'il en a conclu que c'était plus safe, plus secure d'embaucher des hommes, donc il s'est mis à discriminer les femmes. On peut quand même imaginer que la machine ne va pas lire le physique d'une personne, alors qu'un recruteur, inconsciemment, va mettre une... Il y a des choses qui sont quand même très très positives, et ça va être sur le côté aussi, la photo, ou sur la possibilité d'anonymiser, de ne pas prendre en compte un nom avec une consonance étrangère, etc., un lieu d'habitation. Donc toutes ces choses comme ça, on peut éventuellement les anonymiser et les mettre de côté. On peut aussi beaucoup plus structurer un processus via l'IA et via des ATS et des logiciels de recrutement. Donc ça, c'est des choses qui sont très très positives. Mais tout dépend, en fait, derrière de la supervision humaine. En fait, il y a toujours un être humain, et c'est quoi les critères qu'il a mis, c'est quoi les paramétrages, et donc il faut vraiment qu'il y ait un humain qui reste dans la place et qui supervise. Et il y aura dans tous les cas un échange entre le candidat et les recruteurs, managers, pour finaliser. Ah oui, ça, on est bien d'accord. J'espère qu'on n'arrivera pas à avoir un recrutement où on n'a vu aucune personne de l'organisation et de l'entreprise. Okay. Je pense que de toute manière, en termes d'expérience candidat, je pense que même si éventuellement c'était fiable et c'était probant, etc., ça ne répondrait pas aux attentes des candidats qui veulent se projeter et dire je vais bosser avec qui au quotidien, c'est qui mon manager, c'est quoi l'équipe, c'est quoi les locaux, etc. Donc finalement, c'est quand même ça, le feeling, c'est quand même aussi important. Sentir la personne avec qui on va travailler, c'est un biais, mais en même temps, on a envie de se sentir bien. D'où le fait que le feeling et l'intuition soient prédominantes. Dans une étude encore assez récente, il y avait 77% des DRH qui disaient qu'ils faisaient confiance à leur intuition, 64% des managers, 63% des recruteurs. Donc c'est assez élevé. Donc il ne faut pas croire que moi je sois à ce point-là anti-intuition. Je dis juste attention. Souvent, le feeling ou les intuitions, c'est les biais dont on n'a pas conscience. Mais si on met en place un process très structuré avec une architecture de la décision, si j'ai mes critères, mes questions, ma grille d'évaluation, un recours au collectif où on va croiser les regards, et qu'à la fin, j'ai 2 personnes qui ont les compétences, qui peuvent faire le job, et que là, éventuellement, quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de l'intuition ou du feeling ou du culture fit entre en ligne de compte, pourquoi pas, on reste humain. Mais c'est intervenu le plus tard possible. Voilà. Okay. Et je me suis assurée de respecter un processus et que les personnes qui restent en lice sont des personnes qui ont les compétences et qui pourront faire le job. Ok. Voilà. On ne recrute pas une personne parce qu'elle est sympa, mais c'est quand même plus sympa de travailler avec une personne qu'on apprécie. Si elle est compétente et qu'elle sait faire le job, oui. Très bien. Ça sera presque le mot de la fin. Pour vraiment finir, sortir du recrutement, qu'est-ce que tu dirais à chacun pour justement éviter un petit peu d'être pris par ses biais
d'une certaine façon, de devenir un peu une meilleure personne. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de réfléchir sur soi et de ne pas se laisser influencer par des biais qui nous coincent un petit peu dans la vie de tous les jours. Moi, une phrase qui m'avait provoqué un déclic sur ce sujet, c'était une phrase d'Emmanuel Kant qui disait « On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes ». Très bien. Et donc voilà, les biais, c'est ça. On pense que ce qu'on voit est assez rationnel et assez objectif. Mais non, c'est avec un vrai prisme et un vrai filtre personnel. Donc vraiment, essayer de garder ça en tête en permanence. Donc soit on passe d'Emmanuel Kant, soit on peut se dire sinon c'est Denver le dinosaure. On choisit. Ok. Il a des lunettes roses, il voit la vie en rose, il voit tout en rose, Ok. mais c'est parce qu'il a des lunettes roses et qu'il y a des filtres. Et il pense que ce qu'il voit, c'est la réalité, mais les autres ne voient pas comme lui. Donc voilà, Denver le dinosaure ou Emmanuel Kant, au choix. Au choix, ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup Marie-Sophie. Ça sera le mot de la fin. Je peux pas faire mieux là. C'est parfait. Merci. Merci. Un grand merci.